8 heures du matin, un billet de 100 € dans la poche et une boulangerie. L'an dernier, ce billet valait 50 baguettes, 2 € pièce. Cette année, la baguette est passée à 2,10 €. Avec exactement le même billet, tu repars avec 47 baguettes. Personne ne t'a rien volé. Le billet est intact. Il a simplement rétréci. Ce reportage est l'enquête sur ce rétrécissement. L'inflation, une hausse généralisée et durable des prix, qui fait baisser la valeur de la monnaie. Le mot est partout. La mécanique, elle, reste un mystère pour la plupart des gens. D'où vient l'inflation? Qui enrichit-elle? Qui ruine-t-elle? Pendant les 20 prochaines minutes, on remonte la piste, de la boulangerie du coin jusqu'aux salles de marché de Francfort. Des brouettes de billets de Berlin jusqu'à ton livret A. Le mot vient du latin « inflare », qui signifie « gonfler ». Les prix gonflent et la monnaie rapetisse. C'est exactement la même image vue des deux côtés. Deux conditions, et deux seulement, transforment une hausse de prix en inflation. Elle doit être généralisée. Si la tomate flambe parce que la récolte a été mauvaise, ce n'est pas de l'inflation, c'est le prix de la tomate. Et elle doit être durable. Une flambée qui retombe en 3 semaines est un accident. L'inflation, elle, s'installe. Une hausse partout et qui dure. Voilà le suspect que nous cherchons. 3 mots reviennent en boucle dans les journaux et 3 mots sont régulièrement confondus. L'inflation, les prix montent. La déflation, les prix baissent. La désinflation, les prix montent toujours, mais moins vite qu'avant. En 2023, la France était en désinflation. L'inflation passait de 5% à 3%. Les prix continuaient de monter. Voilà la source d'un immense malentendu. Quand un ministre annonce que l'inflation ralentit, il n'annonce jamais que les prix vont baisser. Et la déflation alors? Des prix qui baissent, à première vue, ça ressemble à une bonne nouvelle. C'est un piège. Quand tout le monde est convaincu que ce sera moins cher demain, plus personne n'achète aujourd'hui. Les entreprises vendent moins. Elles licencient. Les salaires baissent. Les gens consomment encore moins. La spirale se referme. Le Japon en a fait l'expérience grandeur nature. À partir des années 90, l'archipel s'installe dans une déflation quasi chronique. 30 ans d'économie gelée. 30 ans où l'argent qui dormait ne perdait rien, mais où plus rien ne bougeait. Retenez ceci. Les banquiers centraux ne craignent pas seulement l'inflation. Ils craignent tout autant son contraire. 2 mots encore, 2 cas extrêmes que nous allons croiser tout au long de cette enquête. L'hyperinflation. Par convention, on l'appelle ainsi lorsque les prix augmentent de plus de 50% par mois. Par mois. La stagflation. Un mot valise né dans les années 70. Une inflation forte et une économie à l'arrêt en même temps. La stagflation est le cauchemar des banques centrales. Les outils qui cassent l'inflation cassent aussi la croissance, et inversement. Avant d'accuser un coupable, il faut une mesure. Comment mettons un chiffre sur une hausse générale des prix? En France, la réponse tient dans 3 lettres et dans une institution. L'indice des prix à la consommation, calculé chaque mois par l'INSEE. L'idée de départ est simple. On suit le prix d'un panier, toujours le même, et on regarde de combien il enfle d'une année sur l'autre. Ce panier contient environ 1000 articles. Alimentation, logement, transport, santé, loisirs, éducation. Chaque mois, des enquêteurs relèvent les prix, à la main, dans des milliers de points de vente à travers le pays. Chaque poste est pondéré selon son poids dans le budget d'un ménage moyen. Le loyer pèse lourd.
le sel de table, presque rien. Des centaines de milliers de relevés, une moyenne pondérée et un chiffre unique tombent. Un chiffre qui va décider du montant des retraites, du SMIC, de certains loyers. Voici ce que ce chiffre raconte de la France des 6 dernières années. 2019, 1,1%, 2020, 0,5%, 2021, 1,6%. Un pays endormi. Puis 2022, 5,2%, 2023, 4,9%. En 2 ans, la France a rattrapé une décennie de hausse des prix. C'est la plus forte inflation depuis le début des années 80. Mais ce chiffre unique cache 3 angles morts. Et les connaître, c'est cesser de se faire avoir. Angle mort numéro 1. Ton panier n'est pas le panier moyen. Si tu vis seul à Paris et que la moitié de ton revenu part dans le loyer, ton inflation personnelle n'a rien à voir avec la moyenne nationale. Angle mort numéro 2. L'effet qualité. Si ton nouveau téléphone coûte 200 € de plus, mais qu'il photographie mieux, le statisticien considère qu'une partie de la hausse achète de la qualité, pas de l'inflation. Angle mort numéro 3. L'effet substitution. Le bœuf devient trop cher, les gens passent au poulet, le panier s'adapte. L'indice se calme. Mais dans la vraie vie, tu n'as pas consommé la même chose moins chère. Tu as arrêté de manger ce que tu aimais. En 2022, l'écart devient une fracture. Les chiffres officiels annoncent 5 à 6%. Le pays, lui, en ressent le double. Et le pays a partiellement raison. Sur cette période, l'alimentation et l'énergie ont grimpé de 15 à 25%. Or, ces 2 postes pèsent bien plus lourd dans le budget d'un ménage modeste que dans celui d'un cadre. Le même taux officiel recouvre des vies très différentes. L'inflation ressentie n'est pas une illusion. C'est une moyenne qui ment sur les extrêmes. 3 autres indices circulent, et il faut savoir les lire. L'indice harmonisé, qui permet de comparer les pays de la zone euro entre eux. C'est celui que surveille la Banque centrale européenne. L'indice des prix à la production, qui mesure l'inflation en amont, chez les usines. Ce qu'elles payent aujourd'hui, tu le payeras en rayon dans 6 mois. Et l'inflation sous-jacente, l'indice débarrassé de l'énergie et de l'alimentation, les 2 postes les plus nerveux. C'est celui que les économistes regardent pour lire la tendance de fond. Reste la question centrale de cette enquête. D'où vient l'inflation? Elle a 3 sources et une 4e force qui les amplifie toutes. Première source, la demande. C'est le scénario le plus sain. L'économie tourne à plein régime. Les gens ont du travail, des salaires, et ils dépensent. La demande dépasse ce que les usines savent produire. Trop d'argent qui court après trop peu de marchandises. Les producteurs, débordés, montent leurs prix. États-Unis, 2021. Le gouvernement envoie des chèques directement aux ménages pour relancer le pays après la pandémie. Tout le monde veut acheter en même temps. Des voitures, de l'électroménager, des voyages, mais les usines, elles, n'ont pas encore redémarré. Résultat, les prix explosent. Non pas parce que produire coûtait plus cher, mais parce qu'il n'y avait pas assez à vendre. Deuxième source, les coûts. Ici, ce n'est pas que les gens veulent trop, c'est que produire coûte plus cher. Et les entreprises répercutent la hausse sur leur prix de vente. Une matière première domine toutes les autres dans cette histoire, le pétrole. Le pétrole entre dans le coût de presque tout. Le transport des marchandises, la fabrication du plastique, le chauffage, l'agriculture mécanisée, les engrais. Quand le baril flambe, ce n'est pas un produit qui augmente. C'est toute l'économie qui voit ses coûts monter d'un cran
en même temps. Les économistes appellent cela un choc d'offres. Nous allons voir ce qu'un choc d'offres a fait au monde en 1973. Troisième source, la plus théorique des trois et la plus puissante sur le long terme, la monnaie elle-même. Chicago, années 60. Un économiste américain formule une phrase qui va dominer la discipline pendant un demi-siècle. Milton Friedman. L'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Sa logique est implacable. Si la quantité de monnaie en circulation augmente plus vite que la quantité de biens produits, chaque unité de monnaie vaut mécaniquement moins. 2020. Les banques centrales du monde entier créent des milliers de milliards d'euros et de dollars pour soutenir des économies à l'arrêt. 2 ans plus tard, l'inflation la plus forte depuis 40 ans. La chronologie ne prouve rien à elle seule. Elle interroge beaucoup. Et puis, il y a la quatrième force. Invisible celle-là. Elle ne se voit dans aucune statistique de production. Les anticipations. Si tout le monde croit que l'inflation va continuer, elle continue, indépendamment des causes réelles. Les syndicats demandent des hausses de salaire pour compenser. Les entreprises augmentent leurs prix par précaution. Les propriétaires relèvent les loyers. Chacun se protège d'une hausse à venir et c'est cette protection qui la fabrique. Une prophétie qui se réalise elle-même. C'est ce que les banquiers centraux redoutent par-dessus tout. Une fois que les anticipations s'emballent, les casser est extrêmement douloureux. Pour comprendre jusqu'où cette mécanique peut aller, il faut regarder ce qu'elle a détruit. Allemagne, 1921. Le pays sort écrasé de la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles lui impose des réparations qu'il ne peut pas payer. La jeune République de Weimar fait alors la seule chose qu'un État peut faire quand il n'a plus rien. Elle imprime. Et une fois que la planche à billets tourne pour payer des dettes, elle ne s'arrête plus. Chaque billet imprimé rend le précédent un peu plus léger. En novembre 1923, un seul dollar américain s'échange contre 4200 milliards de marks. Les Berlinois transportent leur salaire dans des brouettes pour acheter du pain. Les billets valent moins cher que le papier peint qu'ils remplacent dans les cuisines. Les économies d'une vie entière sont réduites à néant en quelques mois. Toute une classe moyenne est ruinée, non par la guerre, mais par la monnaie. Et cette ruine-là a un prix politique. L'humiliation, la colère, la perte totale de confiance dans l'État sont l'un des terrains sur lesquels le nazisme prospérera 10 ans plus tard. 50 ans plus tard, un autre choc, d'une nature totalement différente. Octobre 1973. En représailles au soutien occidental à Israël, les pays arabes de l'OPEP décrètent un embargo pétrolier. En quelques semaines, le prix du baril est multiplié par 4. Et comme le pétrole est dans le coût de tout, l'inflation explose partout en même temps. 14% en France, 25% en Grande-Bretagne. 6 ans plus tard, la révolution iranienne provoque un second choc. Cette fois, l'Occident bascule dans la stagflation. Les prix montent, la croissance s'arrête, le chômage grimpe. Tous les manuels d'économie de l'époque disaient que cette combinaison était impossible. Washington, 1979, un homme de 2 mètres, cigare au bec, prend la tête de la Banque centrale américaine, Paul Volcker. Il hérite d'une inflation à plus de 13% et d'un pays qui n'y croit plus. Sa réponse restera dans l'histoire. Il monte les taux d'intérêt jusqu'à 20%. 20. Emprunter devient si cher que l'économie s'arrête net. Récession sévère. Chômage à près de 11%.
des agriculteurs viennent bloquer la banque centrale avec leurs tracteurs. Mais l'inflation, elle, est cassée, et elle restera basse pendant 40 ans. La leçon de Volcker est brutale, et elle est toujours au mur de toutes les banques centrales. Casser l'inflation coûte cher. La laisser s'installer coûte beaucoup plus cher. Troisième scène de crime, l'Amérique latine. Le Brésil traverse une décennie entière d'hyperinflation chronique. En 1993, les prix augmentent de 2477% sur l'année. Dans les supermarchés de São Paulo, les prix changent plusieurs fois par jour. Des employés sont payés uniquement pour réétiqueter les rayons en permanence. Et la population développe des réflexes de survie. On dépense tout son salaire dans les heures qui suivent la paie avant que l'argent ne fonde. Épargner devient absurde. Investir devient impossible. Un pays ne peut pas construire son avenir quand sa monnaie ne survit pas à la semaine. En 1994, le plan Réal stabilise enfin la situation. Il aura fallu changer de monnaie pour changer d'histoire. Et puis vient une longue accalmie, une accalmie que personne n'avait prévue. Après la crise financière de 2008, les banques centrales inondent le monde de liquidités et l'inflation reste désespérément basse. Pourquoi? Parce que l'argent créé ne va pas dans l'économie réelle. Il va dans les actifs financiers, les actions, l'immobilier. Les prix des maisons et des actions montent. Le prix du pain, lui, ne bouge pas. L'inflation était là, mais elle n'était pas dans l'indice. Les économistes appellent cette période la grande modération. Elle durera 13 ans et elle s'achèvera brutalement. 2021. Toutes les causes de l'inflation se donnent rendez-vous en même temps. Un choc d'offres. La pandémie a brisé les chaînes d'approvisionnement, les ports sont bloqués, les usines tournent au ralenti. Un choc de demande. Les plans de relance et l'épargne accumulée pendant les confinements se déversent d'un coup. Un choc monétaire. Une création de monnaie sans précédent en temps de paix. Et enfin, un choc énergétique. En février 2022, la guerre en Ukraine coupe l'Europe du gaz russe. Le prix du gaz est multiplié par 10. 9% d'inflation aux États-Unis, 10% en Allemagne, 6,3% en France. Une ère se termine. Voilà pour l'histoire. Reste la question qui te concerne directement. Qu'est-ce que tout cela fait à ton argent? Prends 1 000 €, laisse-les dans un tiroir, ne les touche plus, et suppose une inflation moyenne de 3% par an. Au bout de 10 ans, ces 1 000 € achètent ce que 744 € achetaient au départ. Au bout de 20 ans, 554 €. Au bout de 30 ans, 412 €. Le billet n'a pas bougé. Sa valeur a été divisée par plus de 2. C'est l'érosion monétaire, silencieuse, régulière et parfaitement légale. Mais l'argent qui dort sur un livret, lui, rapporte quelque chose. Cela suffit-il? Il existe une seule formule à retenir dans tout ce reportage. La voici. Taux réel égale taux nominal moins inflation. Ton livret rapporte 2,4%. L'inflation est à 3%. Ton taux réel est de moins 0,6%. Ton solde augmente. Ton pouvoir d'achat diminue. Les deux, en même temps, sur la même ligne de compte. Entre 2021 et 2023, des millions d'épargnants français ont vécu exactement cela. Ils épargnaient et ils s'appauvrissaient. Même mécanique du côté du salaire. En 2022, beaucoup de salariés obtiennent une augmentation de 2 à 3%. Une bonne nouvelle
sur la fiche de paie. Sauf que l'inflation dépassait 5%. En termes réels, ces salariés augmentés ont été appauvris. En France, seul le SMIC est légalement indexé sur l'inflation. Pour tous les autres, la négociation annuelle court derrière une hausse qui a déjà eu lieu. Il existe pourtant un cas, un seul, où l'inflation joue en ta faveur. L'inflation allège le poids réel des dettes à taux fixe. Tu as emprunté 200 000 € à taux fixe. Le montant, lui, ne bougera jamais. Mais si les prix et les salaires montent de 5% par an, tu rembourses chaque année avec des euros qui valent un peu moins. Ta mensualité pèse de moins en moins lourd dans ton budget. C'est pour cette raison que les États endettés ne détestent pas une inflation modérée. Elle allège mécaniquement le poids de leurs dettes. Comprendre ce mécanisme est utile pour lire sa propre situation. Mais chaque cas est différent, et seul un professionnel peut t'aider à décider quoi en faire. Car c'est là le vrai visage de l'inflation. Elle ne détruit pas de la richesse, elle la déplace. Du côté des gagnants, les emprunteurs à taux fixe, particuliers comme État, les propriétaires immobiliers, les détenteurs d'actions, car les entreprises peuvent répercuter les hausses, et les producteurs de matières premières, dont les stocks valent soudain plus cher. Du côté des perdants, les épargnants en cash, les retraités si les pensions ne suivent pas, les salariés augmentés moins vite que les prix, les créanciers, banques et détenteurs d'obligations à taux fixe et les ménages modestes. Cette redistribution ne se vote pas au Parlement. Elle ne s'annonce pas au journal télévisé. Elle a lieu tous les jours sans que personne ne la décide. On dit souvent que l'inflation est un impôt sur les pauvres. La formule est brutale. Elle a une base sérieuse. Un cadre parisien subit une inflation des restaurants et des voyages. Un ouvrier en zone rurale subit une inflation du caddie et du plein de fioul. Ce ne sont pas les mêmes postes, ce ne sont pas les mêmes hausses, ce n'est pas la même vie. Et pourtant, c'est le même taux officiel. Face à ce voleur silencieux, une institution a reçu une mission. Francfort, Allemagne, la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre. Ces institutions sont le thermostat de l'économie. Leur mission principale tient en 3 mots. La stabilité des prix, soit une inflation proche de 2%. Pourquoi 2 ? Pourquoi pas 0 ? Parce que 0 est dangereusement près de la déflation et de la spirale japonaise. Et parce qu'au-delà, le pouvoir d'achat s'érode trop vite. 2% est un compromis, théorisé dans les années 90, un peu arbitraire, devenu la norme du monde entier. Pour tenir cette cible, les banques centrales disposent d'une arme principale, le taux directeur. C'est le taux auquel les banques commerciales empruntent auprès de la Banque centrale. Et il se diffuse ensuite dans toute l'économie. Les crédits immobiliers, les prêts aux entreprises, le rendement des obligations d'État, tout en découle. Le taux monte, le crédit coûte plus cher, on emprunte moins, on consomme moins et la demande retombe. L'inflation reflue. Le mécanisme est puissant, mais il est lent. 6 à 18 mois pour se diffuser pleinement. Et il est brutal. Monter les taux, c'est freiner l'économie tout entière pour tuer l'inflation. Le risque, à chaque fois, est d'aller trop loin et de provoquer une récession. En 14 mois, entre 2022 et 2023, la Banque centrale européenne monte ses taux de 0 à 4,5%, 10 hausses consécutives. La remontée la plus rapide de son histoire. Il existe une seconde arme, moins connue, née de la crise de 2008.
L'assouplissement quantitatif. La Banque centrale crée de la monnaie électroniquement et rachète des obligations sur les marchés. Elle injecte des liquidités quand les taux sont déjà à zéro. Quand l'inflation revient, elle fait le chemin inverse. Elle cesse ses achats et laisse son bilan se dégonfler. C'est le resserrement quantitatif. Ouvrir le robinet, puis le refermer. Ce sont les deux gestes qui ont façonné la décennie écoulée et ton crédit immobilier avec elle. Dernière partie de l'enquête. Que peux-tu faire, toi, à ton échelle? Avertissement nécessaire. Ce qui suit est de l'éducation financière générale, pas du conseil en investissement. Chaque situation est différente et pour les décisions importantes, un professionnel indépendant reste la bonne adresse. Premier réflexe, et de loin le plus important. Ne pas laisser dormir plus d'argent que nécessaire. Une épargne de précaution de 3 à 6 mois de dépenses courantes, disponible immédiatement. C'est indispensable. Au-delà, chaque euro qui dort perd du pouvoir d'achat chaque année. Deuxième réflexe. Comprendre que tous les placements ne réagissent pas de la même façon à une hausse des prix. Historiquement résistant. Les actions d'entreprise, parce qu'une entreprise peut répercuter la hausse de ses coûts sur ses clients. L'immobilier locatif, parce que les loyers sont indexés. Les matières premières et les obligations d'État indexées sur l'inflation. Historiquement vulnérable. Le cash. Les obligations à taux fixe, dont les coupons futurs valent de moins en moins, les livrets peu rémunérés, et le compte courant qui ne rapporte rien du tout. Ce n'est pas une science exacte. C'est une tendance historique, observée sur un siècle. Elle ne garantit rien pour les 10 ans qui viennent. Un actif revient dans toutes les conversations sur l'inflation. L'or. La réalité est plus nuancée que la légende. Sur 30 ou 50 ans, l'or conserve effectivement son pouvoir d'achat. Mais sur 10 ou 15 ans, sa corrélation avec l'inflation est faible. Il peut stagner pendant des années, puis s'envoler en quelques mois. L'or n'est pas un placement de rendement. C'est une assurance contre le chaos. Ce n'est pas la même chose, et cela ne se gère pas de la même façon. Il existe enfin un instrument taillé exactement pour ce problème et presque personne n'en parle. Les obligations indexées sur l'inflation. En France, les OATI. Aux États-Unis, les TIPS. Ce sont des emprunts d'État dont le capital et les intérêts sont ajustés sur l'inflation constatée. Si les prix montent de 4%, ce que tu reçois monte de 4%. Une protection directe, peu spectaculaire, rarement expliquée au grand public. Et au niveau le plus concret, celui du quotidien, l'inflation impose de revoir la façon dont on construit son budget. Réduire les dépenses fixes subies. Renégocier son assurance, ses abonnements. Chaque poste fixe comprimé dégage de la marge pour absorber les hausses que tu ne peux pas éviter. Et surveiller son taux d'épargne réel. Mettre 5% de son revenu de côté ne veut rien dire en soi. Ce qui compte, c'est ce que ces 5% rapportent face à l'inflation. Sinon, tu épargnes et tu t'appauvris quand même. C'est le piège le plus courant et le plus discret. L'inflation de 2021 à 2023 est aujourd'hui largement maîtrisée, mais elle a laissé 3 questions ouvertes. L'inflation est-elle structurellement de retour? La mondialisation, qui a maintenu les prix bas pendant 30 ans, recule. Les chaînes de production reviennent. La transition énergétique coûte cher. Ce sont des forces qui poussent les prix vers le haut. La cible de 2% est-elle encore la bonne? Certains économistes, dont Olivier Blanchard, plaident pour la relever à 3. Le débat est loin d'être clos. Et le Bitcoin,
Présenté comme un or numérique à quantité limitée, peut-il protéger de l'inflation? L'argument théorique séduit. Sa volatilité, elle, lui interdit ce rôle aujourd'hui. Fin de l'enquête. Et une seule chose à retenir. L'inflation ne prend rien dans ta poche. Elle ne vide aucun compte. Elle ne déclenche aucune alerte sur ton téléphone. Elle se contente d'attendre que ton argent ne fasse rien. Et la première protection contre elle n'est pas un placement. C'est de savoir précisément ce que tu gagnes, ce que tu dépenses et ce qu'il te reste. C'est exactement ce que Crapahut t'aide à construire. Le diagnostic d'abord, le budget ensuite. La protection viendra de là. crapahutacademy.fr. Crapahut, trace ta voie vers ta sérénité financière.